Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de Pièces et Main-d'œuvre. Bonjour et bienvenue sur Floraison. Vous écoutez une histoire de la technocratie. C'est le 18e et avant-dernier épisode de la série Face au monde machine, un entretien technocritique au long cours avec les Grenoblois de Pièces et Main-d'œuvre. On arrive au terme de notre longue aventure. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, on vous conseille de commencer par le premier pour une meilleure compréhension globale. La plupart des gens réduisent la technocratie à la bureaucratie, aux énarques, à ces fonctionnaires de Bruxelles qui réglementent la fabrication de nos fromages. Ce n'est qu'une infime part. La technocratie se définit comme une classe consciente d'elle-même, la classe de l'expertise et de l'efficacité, de la rationalité maximale. La théorie marxiste n'avait pas prévu l'avènement de la technocratie, mais PMO a enquêté sur cette affaire. Vous écoutez donc une histoire de la technocratie, cette classe qui, entre le 19e et le 20e siècle, hésite entre créer son propre parti ou agir politiquement dans l'ombre des partis bourgeois ou ouvriers. Cette histoire est présentée en deux parties, dont voici la première. Bonne écoute. Alors dans l'exposé historique que nous avons fait ensemble, on a parlé de la puissance, on a parlé de la science, on a parlé de la technologie, on a parlé du transhumanisme. J'aimerais revenir sur la question de la technocratie et sur ce qu'est la technocratie, sur ses origines et sur son histoire un petit peu, sur la formation de la technocratie. Quand nous avons commencé nos enquêtes, et compte tenu d'où on venait, moi en particulier, puisque moi mes mentors, c'était des gens de gauche, progressistes, d'extrême gauche, révolutionnaires, marxistes, donc socialistes scientifiques et tout ça. Et même en étant simultanément, en même temps, écologiste, mais pas écologiste au sens des Verts, écologiste au sens anti-nucléaire, anti-industriel. Bon, vraiment, ce qui me mettait déjà en contradiction avec mes amis marxistes et Mao. Mais enfin, que ce soit avec les uns ou avec les autres, j'ai hérité d'une analyse de classe. Alors ça peut être frustre, ça peut être les riches, les super riches et les pauvres. Ça peut être un petit peu plus creusé, le prolétariat, la bourgeoisie monopolistique, etc. Enfin bon, mais en fait, tout remonte à l'analyse de classe que Marx d'ailleurs n'avait pas inventée. Lui aussi, il l'a découverte. Il l'a découverte en lisant entre autres Saint-Simon, hein, et en lisant d'autres auteurs avant lui. Et Marx a pensé refonder l'analyse de classe. Alors c'est particulièrement fameux avec la première phrase du manifeste communiste. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de classes en lutte, de tout temps, maîtres et esclaves, maîtres de jurande et compagnons, serfs et seigneurs, etc. Bon, et de notre temps donc du temps de Marx, prolétaires et bourgeois, prolétaires et capitalistes. Et donc son analyse de classe décrit à la fois l'origine des capitalistes, des bourgeois, et l'origine des prolétaires. Et suivant l'analyse du socialisme scientifique, puisque Marx ne se prétend pas marxiste, il dira même à la fin de sa vie, moi, il y a une chose que c'est que je ne suis pas marxiste en tout cas. Mais donc en tant que socialiste scientifique, la prévision qu'il fait, lui, son alter ego Engels et puis les gens qui les entourent, c'est qu'arrivera un moment où les
les classes vont se polariser et la plupart des classes moyennes, les paysans, les boutiquiers, les commerçants, et même, dit-il, les petits industriels, vont sombrer dans le prolétariat. Les gens qui n'ont que leurs bras pour les nourrir et qui sont obligés de vendre leur force de travail aux bourgeois capitalistes, propriétaires des moyens de production et d'échange, et qui accroissent leur capital en vendant les produits avec une plus-value. Cette plus-value étant extorquée aux prolétaires. Extorquée sous quelle forme ? On convient d'un prix de journée pour le travail ou d'un salaire mensuel, comme tu veux. Et en fait, au bout de 4 heures de travail, tu as remboursé ton propre salaire au patron capitaliste. Et donc, les 4 heures de travail supplémentaires, ou les 8 heures de travail plutôt supplémentaires, voire les 10 heures de travail supplémentaires que tu fais à l'époque de Marx, c'est ce qu'il appelle le surtravail, ou le surprofit. C'est en fait du travail gratuit. Et c'est ça qui constitue la plus-value, qui permet au capitaliste bourgeois d'augmenter son capital et de le réinvestir dans la production en investissant dans la recherche, dans le développement, dans de nouvelles machines, dans de nouveaux équipements, dans de nouvelles lignes de produits, puis dans la publicité, puis dans ce que tu veux, enfin bon, et ainsi de suite. Et dans les dividendes, les bénéfices du capital financier, du capital dormant. Bon. Et donc plus ça va, plus le monde se polarise, plus l'humanité se polarise. D'un côté, cette microscopique classe bourgeoise qui va sans cesse se réduisant et se rétrécissant, puisque, comme l'explique lui-même Marx, la concurrence conduit au monopole. Donc, les gros mangent les petits, puis se mangent entre eux, puis les très gros mangent les moyens gros, etc. Et donc, tu finis par avoir simplement une poignée de plutocrates, et à l'autre bout, une immense classe prolétarienne, dans laquelle se sont fondus tous les résidus des anciennes classes moyennes. Ok ? Bon. Ça, c'est l'analyse de classe marxiste, enfin l'analyse de classe du socialisme scientifique, telle qu'elle est reprise ensuite par la social-démocratie allemande, le parti en fait le plus puissant de la social-démocratie, hein, en fait les futurs communistes, quoi. Que Engels et Marx verront de leur vivant, enfin ils verront de leur vivant les premiers congrès de... Bon. Et telle qu'elle est transmise ensuite par le Comintern, les Russes, et ainsi de suite, et telle qu'elle imprègne encore aujourd'hui, en fait, tout ce qui, de près ou de loin, se recommande de l'idée communiste. Je mets idée communiste entre guillemets. Hein. Donc tout ce qui va de Badiou aux trotskistes, en passant par les néo-léninistes accélérationnistes anglais, en passant... L'histoire montre que ce n'est pas ça qui se passe. Au fur et à mesure que se développe la grande entreprise moderne, la grande entreprise industrielle, se développe en même temps tout un corps intermédiaire d'officiers et de sous-officiers de la production, qui sont les cadres, les directeurs de production, les ingénieurs, les contremaîtres, l'administration de l'entreprise, le service de la paye, les services commerciaux, et ainsi de suite. Au point qu'à un moment donné, des marxistes, des partisans du socialisme scientifique comme Bernstein ou comme Kautsky, mais Bernstein d'abord, finissent par s'en inquiéter et à dire « mais quel statut ont ces gens ? Ce ne sont pas des bourgeois, ce ne sont pas des capitalistes, ce sont des salariés. » Mais ce ne sont pas des ouvriers industriels, puisque Marx, dans le manifeste, définit les prolétaires comme la classe des ouvriers industriels modernes. Donc, qu'est-ce que sont ces gens ? Hein ? Il pose une question qui ne se fait pas. Il pose une question qui n'est pas censée se poser. Alors, qu'est-ce qu'a dit Marx à ce sujet ? Dans le Capital, dans le chapitre 15 du Capital, à côté de ces classes principales,
prend place un personnel numériquement insignifiant d'ingénieurs, de mécaniciens, de menuisiers, etc., qui surveille le mécanisme général et pourvoit aux réparations nécessaires. C'est une classe supérieure de travailleurs, les uns formés scientifiquement, les autres ayant un métier placé en dehors du cercle des ouvriers de fabrique auxquels ils ne sont qu'agrégés. Conclusion, cette division du travail est purement technologique. Chapitre 15 du Capital. C'est le seul moment où il en parle. Et pour dire, c'est quantité négligeable. Et en plus, il procède à un amalgame entre les uns formés scientifiquement et les autres, les menuisiers, les mécaniciens, qui sont juste les artisans d'autrefois, mais maintenant agrégés à la fabrique. Il dit encore la fabrique, il ne dit pas l'usine. Agrégés à la fabrique pour faire de la maintenance, parce qu'on a besoin de chariots ou je ne sais pas quoi, ou d'armoires, ou de mettre de l'huile dans les rouages, mais ils ne sont pas directement dans la production. C'est les services de support et de maintenance. Or, il se trouve que cette classe purement technologique, elle ne fait que croître. Ce qui fait qu'en 1902, Kautsky, qui est tout sauf un renégat, qui est à ce moment-là l'élève le plus brillant, le successeur le plus brillant de Marx et d'Engels, l'enfant chéri de la social-démocratie allemande, ne peut que remarquer l'émergence de cette intelligentsia. Pas d'abord Kautsky, pardon. D'abord Bernstein. Qui est aussi un enfant du parti allemand. Et à se demander quel statut ont ces gens. Hein ? Et lui conclut que ces gens, ma foi, c'est les anciennes classes moyennes qui étaient indépendantes, les boutiquiers, les paysans, les petits patrons, voire les professions libérales, hein, et qui ressurgissent, mais transformées sous une forme de classe moyenne subordonnée, de classe moyenne salariée. Ce ne sont plus des classes moyennes indépendantes, ce sont des classes moyennes salariées. Et donc ça amène Bernstein à se poser la question, mais de quel côté sont-ils ? Est-ce qu'ils sont du côté des prolétaires ou est-ce qu'ils sont du côté des bourgeois ? Hein ? Et est-ce qu'on doit les intégrer dans le parti ouvrier social-démocrate allemand, ou est-ce qu'ils doivent former leur propre parti politique, leur propre représentation ? Je rappelle que pour les socialistes scientifiques, pour Lénine, par exemple, Lénine a le génie de la formule. Les sociétés sont divisées en classes, les classes sont représentées par des partis, les partis sont dirigés par des chefs. C'est simple, c'est net, c'est clair, rompé. Bon. Lénine, qui est l'élève de Kautsky, il n'a jamais rencontré Engels, il n'a jamais rencontré Marx, il a rencontré Kautsky. Bon. Et Bernstein, dans un premier temps, Excuse-moi, qu'est-ce qui fait une classe ? Ce qui fait une classe, alors d'abord il faudrait définir les classes, mais ce qui définit ta classe du point de vue du socialisme scientifique, c'est la place d'une catégorie dans les rapports de production. Les rapports de production étant entendus, non pas comme le bon sens populaire immédiat pour répondre ta place dans les rapports de production, bah oui, moi je suis balayeur, toi t'es chef d'équipe, toi t'es... Non, c'est pas ça. C'est par rapport, les rapports de production, c'est par rapport à la propriété juridique des moyens de production et d'échange. Les moyens d'échange étant agglomérés aux moyens de production. Donc c'est qui possède les moyens de production. Donc entre maître et esclave, c'est clair, les esclaves, on l'a vu avec Aristote, sont des outils animés qui font partie des moyens de production. Donc leur place dans les rapports de production, c'est des outils. Et ils sont la propriété des maîtres. Entre serfs et chevaliers, c'est plus compliqué. Les serfs ne sont pas des esclaves,
mais ils sont attachés à la glèbe. Donc on les vend avec la terre. Et puis après, entre les bourgeois, les maîtres de corporation, les maîtres de jurande et les compagnons, ça bouge encore. Tu vois. Et bien entendu, il peut y avoir une porosité entre les classes. Un esclave peut être affranchi, un compagnon peut devenir maître, un serf peut être anobli, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les classes restent massivement les mêmes, mais aux frontières des classes, il y a un va-et-vient. Il arrive que des membres de la classe supérieure choient dans la classe inférieure et que des membres de la classe inférieure se hissent dans la classe supérieure. Mais enfin, c'est une exception et non point la règle. Hein, il y a des poissons volants, c'est une exception. C'est pas la règle. Soit tu voles, soit tu nages. Bon. Donc Bernstein fait cette remarque, et pour avoir fait cette remarque qui contredit les prévisions de la sociologie marxiste, puisqu'on est parti avec l'idée qu'à terme, il n'y aurait plus que des bourgeois et des prolétaires. Donc il est excommunié, il est exclu du parti. Il est exclu du parti, c'est Kautsky qui mène la charge contre lui, et Bernstein finit par être exclu du parti. Mais plus tard, Kautsky, à son tour, est saisi par le doute. Hein, et donc, lui aussi va reprendre l'interrogation de Bernstein, quoique sous une forme différente, etc. Et lui aussi finira exclu, mais cette fois par Lénine, qui écrit une brochure contre lui, La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky. Bon. En retournant Kautsky contre lui-même, en truffant sa brochure de citations de Kautsky pour dire, voilà, Kautsky, avant, il pensait bien, mais maintenant, il pense mal. Pourquoi Kautsky pense mal, selon Lénine ? Parce que Kautsky dit la révolution bolchevique est prématurée. Elle est prématurée et elle n'est pas socialiste scientifique. Elle ne peut pas l'être. Pourquoi ne peut-elle pas l'être ? Parce qu'elle arrive dans une société qui n'est pas mûre pour ça. La société russe, d'un point de vue marxiste, d'un point de vue socialiste scientifique, c'est une société paysanne arriérée, agraire arriérée. Et donc, la classe ouvrière n'a pas acquis cette prépondérance numérique et cette éducation politique qui lui permettrait de prétendre, via son parti d'avant-garde évidemment, il est hors de question que ça se passe autrement, à la direction des affaires. Et donc, la révolution qu'ont accomplie les bolcheviks, du point de vue de Kautsky, c'est une hérésie. C'est prématuré, et donc ils doivent abandonner le pouvoir. Tu peux te lever. Ils doivent abandonner le pouvoir, ou du moins faire alliance avec les partis représentant les classes arriérées. Donc avec le parti SR, qui représente les paysans, ou avec les kérenskistes, les mencheviks, tous ces partis intermédiaires qui représentent des classes importantes. Et de toute façon, pour faire une révolution prolétarienne, il faut d'abord que la société capitaliste se soit développée au maximum, qu'elle ait livré tous ses fruits, et que de ses flancs usés et fatigués sorte la nécessité de passer à une nouvelle phase historique. Mais ce qui est sûr, de toute façon, pour Kautsky, comme pour Bernstein, comme pour Marx, comme pour Lénine, comme pour Trotsky, c'est les partis représentent les classes, les chefs dirigent les partis. La classe d'avant-garde, parmi les classes, il y a une classe d'avant-garde. Cette classe d'avant-garde, ça ne peut être que le prolétariat, puisque le prolétariat est la seule classe qui se situe par rapport à l'avenir, la seule classe porteuse d'avenir. Donc son parti, le parti du prolétariat, est le seul parti qui représente l'avenir. Et les chefs du parti du prolétariat, par définition, sont les chefs de la classe ouvrière, enfin de la classe d'avenir. Qui sont ces chefs ? Marx en parle également dans le Manifeste communiste, quand il explique que des intellectuels
issus de la classe supérieure antérieure, finissent par trahir leur classe, leur origine de classe, et à se rallier à la nouvelle classe révolutionnaire. On a vu ça sous la Révolution française, quand on a vu toutes sortes d'aristocrates et de prêtres joindre ses forces au tiers-état et à la bourgeoisie, et de la même façon, dit Marx, on voit des bourgeois se rallier au prolétariat et se mettre sur les positions de la classe ouvrière. Il est bien placé pour le dire, puisque lui-même est un bourgeois, et un héritier, et Engels aussi, et Bakounine aussi, et Kugelmann aussi, et tous les gens qui l'entourent. Tous, des bourgeois extrêmement brillants, extrêmement intelligents, extrêmement cultivés, d'excellents théoriciens, et qui donc forgent pour le prolétariat la théorie générale au nom de laquelle le prolétariat va s'émanciper lui-même, puisque selon Marx, l'émancipation de la classe ouvrière sera l'œuvre de la classe ouvrière elle-même. D'accord ? Elle sera l'œuvre de la classe ouvrière elle-même, dirigée par son parti, commandée par ses chefs. Donc par eux. Enfin par eux et leurs semblables et leurs similaires. Ok ? Et là, il y a un autre personnage qui se met un petit peu à tousser. C'est Makhaïevski. Makhaïevski, c'est un révolutionnaire polonais, donc un sujet de l'Empire russe, révolutionnaire internationaliste, profondément sincère, qui milite aux côtés des bolcheviks, des mencheviks, etc., et qui se retrouve évidemment, comme tout le monde, au bagne en Sibérie. Hein, ce qui lui laisse des loisirs pour écrire. Parce que comme l'a longuement expliqué Soljenitsyne, qui avait connu des vieux bolcheviks et des vieux révolutionnaires dans ses bagnes à lui, les bagnes d'avant la Révolution, c'est des paradis à côté des bagnes après la Révolution. Hein, et en fait, on s'enfuit, on en sort comme d'un moulin. Hein. Tout le monde s'enfuit. C'est vraiment des... Tout le monde se tire. Bon. Et donc Makhaïevski se retrouve en exil en Sibérie, avec pour compagnon d'exil Trotsky, et pour s'occuper, ils ont des polémiques, ils ont des discussions. Ils continuent à s'instruire en prison. En fait, tous les révolutionnaires, pour les révolutionnaires, la prison est une sorte de camp. C'est un moment de discussion et d'échange, et au moins là, ils sont peinards, quoi. Donc il y a ils font leur propre journal qui circule dans le camp, ils écrivent des textes, ils font des conférences. Et Makhaïevski dit non, mais comme Bernstein, comme Kautsky, il dit non, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la théorie, c'est la question des chefs et la question des cadres de la Révolution. Tous ces ingénieurs dont vous parlez, ces directeurs de la production, etc. Pour Makhaïevski, utilisant un mot russe, il dit que ce sont des membres de l'intelligentsia. Bon, quand tu dis en français des membres de l'intelligence, bon, c'est des membres de l'intelligentsia. Et il dit que ces gens ont été formés. Ils ont été formés dans des universités, dans des laboratoires, des instituts, des écoles. Avec quel argent, s'il vous plaît ? Eh bien, avec le compte général, l'argent général, le budget d'éducation de la classe bourgeoise, qui provient d'où ? Qui provient de la plus-value extorquée aux prolétaires. Ces 4 heures supplémentaires ou ces 10 heures supplémentaires que le prolétaire manuel, l'ouvrier manuel, travaille et qui ne lui sont pas payés, ça sert entre autres à former la reproduction de ses maîtres. Enfin, en tout cas, de ses maîtres immédiats, voilà, de cette classe moyenne qui n'est plus indépendante, mais salariée. Tous ces polytechniciens, tous ces ingénieurs, etc., ils sont formés sur ce compte-là. L'université de Saint-Pétersbourg, l'université de Moscou, celle de Kazan, celle de Varsovie, bon, où on forme tous ces brillants mathématiciens, ces brillants géologues, ces brillants chimistes, ces brillants... Bon, c'est payé par l'exploitation des prolétaires. Par cette fameuse plus-value
qui restent aux yeux d'Engels et de Marx leur découverte. C'est-à-dire que de tout le reste, ils disent tout ça, ça existait, on ne l'a pas découvert, on l'a articulé. Ce qui m'appartient en propre, ce qui appartient en propre à Marx, c'est la découverte du mécanisme de la plus-value, qui permet de fonder scientifiquement la théorie de l'exploitation du prolétariat, et non pas sur des appréciations sentimentales, du genre il y a des pauvres, il y a des riches, c'est pas juste. Hein? Là, il démontre mathématiquement le mécanisme. Bon. Donc, dit Makhaïski, là, il y a un problème. Parce que, en fait, vous êtes les représentants d'une classe, mais c'est pas de la classe prolétaire. Hein? Vous êtes une autre classe. Alors, il dit, c'est l'intelligentsia. Et ça l'amène à fonder toute une théorie qui ramasse sous le titre « Le socialisme des intellectuels », en tout cas qui a été édité en France sous le titre « Le socialisme des intellectuels ». Ça a été publié en 1979 au Seuil. Et ça a été publié par un anarchiste qui s'appelle Alexandre Skirda, qui est en quelque sorte l'introducteur de Makhaïski en France. C'est vraiment très important. Il faut parler de Makhaïski, il faudrait étudier Makhaïski, il faudrait le mettre en avant. À ma connaissance, on a été les premiers à en parler dans la série qu'on a fait sur la technocratie, dans Lutte contre Lénine. Et puis après, bon, d'autres copains ont commencé à aller fouiner de ce côté-là, mais c'est très important parce que Makhaïski est la preuve qu'on pouvait dire ces choses et qu'elles pouvaient être pensées. Hein? Et Kautsky et Bernstein. Simplement, Kautsky et Bernstein, je dirais le retard qu'ils ont sur Makhaïski, c'est que pour eux, c'est légitime. C'est-à-dire que pour eux, ils adhèrent encore à la vieille idée marxiste, suivant laquelle, et léniniste ô combien, plutôt Lénine va l'apprendre de Kautsky, mais suivant laquelle la conscience est importée de l'extérieur dans le prolétariat. Réduit à ses propres moyens intellectuels, le prolétariat industriel, ou paysan d'ailleurs, ne peut aboutir qu'à du syndicalisme, qu'à du trade unionisme. Il ne peut aboutir, réduit à ses moyens intellectuels, il ne peut aboutir théoriquement qu'à la défense matérielle de ses intérêts immédiats. Tu prends les canuts à Lyon en 1831, 1834, en fait, leur revendication centrale, par exemple, c'est ce qu'ils appellent le prix de journée, le tarif de journée. Ils veulent que leur travail soit payé un minimum chaque jour, ce qui est quand même pas trop demandé, quoi. Bah, si c'est trop demandé, ils vont avoir 600 morts à chaque fois. Enfin bref. Et donc, Kautsky et Bernstein maintiennent le primat des intellectuels bourgeois. L'idée que, à eux seuls, oui, les prolétaires, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs elle-même, sous la direction des intellectuels bourgeois. C'est eux qui marchent à l'avant-garde. Hein? Et d'ailleurs, quand tu regardes l'état-major des partis ouvriers, en particulier allemands, à l'exception de Bebel, d'Auguste Bebel, et puis un autre dont j'ai pas le nom, tous les autres sont des intellectuels bourgeois. Karl Liebknecht, tous les autres, c'est Rosa Luxembourg, tous, c'est tous des bourges, quoi. Des bourges parfois très sympathiques, hein, enfin, puis héroïques, puis tout ce que tu veux. C'est des bourges. Et c'est pareil chez les Russes. Hein. Chez les Russes, c'est encore pire, parce que, enfin, c'est pire dans le sens où ils sont pas civilisés. Niet kulturni. Tu vois, c'est des sauvages. C'est des slavo-turciques. Le parti bolchevique, je vous l'avais peut-être déjà dit, il est monté par quelqu'un qui s'appelle Krasine, qui est un ingénieur des pétroles de Bakou, hein, et qui monte le parti bolchevique, à la fois suivant le programme tracé par Lénine dans Que faire, et sur le modèle de l'entreprise. De toute façon, Lénine est un admirateur de l'entreprise. Donc, ils font ça comme une boîte, avec le directeur, le conseil d'administration, le bureau politique, tout ça, enfin, les rayons, et ils font ça à partir des groupes de diffusion de l'Iskra. L'Iskra étant le journal des bolcheviks, importé de l'extérieur en Russie, clandestinement. Donc il y a des diffuseurs, il y a des groupes de diffuseurs-rédacteurs. Hein, et ces groupes de diffuseurs-rédacteurs, c'est comme les Amis de la décroissance ou du Monde Diplo ou je sais pas quoi.
Bon, petit à petit, il se métamorphose en cellule du parti social-démocrate, futur parti bolchevique, futur parti communiste. Donc, Makhaïevski n'est pas en odeur de sainteté. Il y a polémique avec Trotsky. Trotsky est farouchement bolchevique, Lénine farouchement bolchevique. Tous ces gens-là détestent les anarchistes, détestent l'ultra-gauche, détestent le spontanéiste, détestent... Bon, ils sont pour un modèle, alors là, pour le coup, centralisé, vertical, efficace, de révolutionnaire professionnel, explique Lénine dans Que faire. Et il revient, c'est un mec qui n'a pas peur de rabâcher, où il explique qu'il faut que ce soit des révolutionnaires professionnels, salariés par le parti. D'où vient le fric? Des magouilles pas possibles. Tu vois, il y a des mariages louches, où on pique le fric des héritières, on le donne au parti bolchevique, l'attaque de banque, donc l'attaque de banque de Tiflis en Géorgie menée par Staline et ses copains. Staline, ce merveilleux géorgien, dit Lénine, tu parles, il le nourrit. Et c'est ce qui permet de financer l'appareil du parti et les révolutionnaires professionnels. Et les révolutionnaires professionnels, tu peux les déplacer. C'est des commis voyageurs, ils peuvent circuler dans toute la Russie, dans tout le parti. Et leur mission, c'est d'aller chaque fois dans les régions, à Kazan, Tomsk, partout, Omsk, et d'intervenir dans les groupes ouvriers locaux, et puis il y a toujours l'intellectuel du groupe, qui en général est instituteur, ou professeur, ou infirmier, et d'importer la théorie, et donc de faire des conférences théoriques pour former les ouvriers, pour que les ouvriers acquièrent la conscience qui leur manque et qui dépassent leur stupide grève pour 3 roubles de plus ou pour 1 heure de boulot de moins. Voilà. Ou en tout cas, s'ils font ces grèves, qu'ils leur donnent un caractère prolétarien en disant ce n'est qu'un début, ce qu'il nous faut, c'est le pouvoir. Spontanément, il semble que les ouvriers n'aient pas d'appétence particulière pour le pouvoir, ni les paysans. Ils s'en foutent assez. Ce qu'ils veulent, c'est faire leur boulot et avoir de quoi vivre. Voilà. Et je crois que c'est encore comme ça, d'ailleurs. Bon. Les gens veulent qu'on leur donne les moyens de vivre. Et ils n'ont pas envie bon. Parenthèse personnelle. Donc, dans cette tournée, les commis voyageurs du parti font ce qu'en termes techniques, on appelle de la propagande. De la propagande, Plekhanov définit la propagande comme étant le moment où on parle de beaucoup de choses à peu de gens. Là, on donne des cours complets, on y va, tu vois. Et les propagandistes eux-mêmes sont formés dans des écoles du parti. Hein, à l'étranger, il y en a une près de Paris, il y en a une à Capri, etc. On envoie les gens se former, ils y vont 20 par 20, enfin bon, voilà. Et après la propagande, vient l'agitation. L'agitation, c'est l'inverse. C'est quand tu dis peu de choses à beaucoup de gens. C'est-à-dire que tu réduis les cours à un slogan. Tu vois ? Donc après, tu te fais bourrer le crâne, tu gueules un truc. Donc on fait des séances d'auto-formation avec plein de gens, et puis des copines qui viennent de Paris, tu vois. Et puis après, tu vas gueuler dans la rue, mon corps, mon choix, ta gueule. Hein, si vous voulez en savoir plus, inscris-toi à la formation de session et on t'expliquera pourquoi, ce que ça veut dire derrière, tu vois. Ces révolutionnaires professionnels, il convient de noter qu'ils sont par ailleurs des professionnels révolutionnaires. C'est-à-dire, j'ai pris la peine de regarder un petit peu leur biographie, de voir à chacun ce qu'ils étaient. Dis donc, hein, ils ont tous des diplômes. Hein, ils ont tous fait des études. Avocats, médecins, ingénieurs, etc., etc. Enfin bon, il y en a qu'un. Après la Révolution, il y aura qu'un ouvrier. Évidemment, je ne me souviens pas de son nom là maintenant, qui siégera au comité central, un seul. Hein, et il arrive un moment où la révolution russe a tellement usé
son personnel ouvrier. Enfin, les bolcheviks ont tellement usé leur base ouvrière qu'ils n'ont pratiquement plus de militants ouvriers dans les usines. Il y en a tellement qu'ils ont cramé dans la lutte de classe, sur le front, etc., qu'il n'y en a plus. Donc Lénine s'adresse au parti, enfin il y a un congrès, une réunion où il dit bon ben voilà, on n'a plus de parti ouvrier, il ne nous reste que sa représentation, le parti bolchevique. Et donc tu as ce vieil ouvrier qui s'adresse et pince sans rire et qui dit je vous félicite de diriger un parti au nom d'une classe qui n'existe plus. Je ne sais pas s'il a été réélu au comité. Il est encore vivant. Donc, Makhaïski, Kautsky, avant lui Bernstein et d'autres, en fait, ne défendent pas les intérêts du prolétariat. Ils se servent plutôt du prolétariat comme un marchepied, comme d'une masse de manœuvre, pour défendre les intérêts d'une classe nouvelle et émergente, qui est la technocratie. Classe nouvelle et émergente dans tout le monde industriel. Que ce soit en Russie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, et bientôt même dans les pays arriérés de l'Europe, comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, enfin partout. Et donc là, il y a une entourloupe. Hein, enfin, il y a une entourloupe fondamentale. La gauche n'est pas ouvrière. Et d'ailleurs, la classe ouvrière n'est pas forcément de gauche. Mais l'activisme des partis de gauche, et en particulier des partis communistes, a réussi à faire croire que les partis communistes étaient le parti de la classe ouvrière, et a réussi à faire croire largement, dans une large mesure, à la classe ouvrière, que les partis communistes ou les partis de gauche étaient son parti. En fait, c'est faux. Les partis communistes ne sont pas plus les partis de la classe ouvrière que le parti républicain n'est le parti du peuple. Le parti républicain est le parti de la bourgeoisie républicaine. Plus des franges de la classe ouvrière. Mais les intérêts fondamentaux qu'il défend, c'est les intérêts de la classe bourgeoise. Et les intérêts fondamentaux que défendent les partis communistes, les partis du socialisme scientifique, c'est les intérêts de la classe technocratique. Et quand ce n'est pas les partis du socialisme scientifique qu'ils défendent, eh ben, c'est d'autres partis technocratiques. Ce qui fait que dans les années 30, partout, tu as des partis technocratiques. Le fascisme est un parti technocratique, futuriste. Les avions, les aéroplanes, les paquebots géants, les usines, les autostradas, enfin bon, etc., etc. Le parti nazi est un parti technocratique. Pour toute la verdure dont on a voulu recouvrir son brin, c'est un parti technocratique. En France, De Gaulle est un champion de la technocratie, mais pas seulement De Gaulle. La Synarchie, la Banque Worms, le groupe X-Crise. X-Crise, ça dit quelque chose ? C'est des c'est des ingénieurs de Polytechnique qui, dans les années 30, vont faire des plans pour une révolution technocratique. Sur le moment, ils ne vont pas percer, mais ils vont percer au moment de Vichy, et ils formeront en partie les cadres de Vichy. En particulier, souvent, à ce moment-là, c'est des gens issus de la Banque Worms qui vont, à un moment donné, prendre la place des idéologues à Vichy. Tu vois ? Bon. Donc, si tu veux, la classe technocratique, ayant accompli sa révolution invisible entre 1914 et 1919, se met à revendiquer le pouvoir politique dans les années 30, dans les années 20, 30, 40. Bon. Un peu de la même façon que la bourgeoisie, ayant accompli sa révolution économique entre la Renaissance et la fin du XVIIe, le début... Bon, la révolution bourgeoise française éclate en 1789, 5 ans après le début de la révolution industrielle suivant les conventions. Donc tu as d'abord la pompe à vapeur, les pompes à feu, la machine à vapeur, les fabriques, etc., etc. Ça fabrique une nouvelle classe, cette nouvelle classe prend le pouvoir. C'est loin d'être aussi mécanique et aussi littéral que ça. J'indique un schéma général.
cette classe technocratique prend conscience d'elle-même et, comme toutes les classes dominantes, prétend s'identifier comme classe universelle. Elle prétend être la classe de tout le monde et d'agir pour le bien-être général. Et elle n'est pas toujours tentée d'apparaître en tant que classe d'elle-même. Enfin, en tant que ces partis ne se revendiquent pas comme partie de la classe moyenne ou partie des ingénieurs ou partie des technocrates. Ils prennent d'autres nominations et ils sont colorés par d'autres éléments politiques. Donc, si tu veux, en Union soviétique, la nuance sociale rouge va colorer le parti de la technocratie. Le parti bolchevique, le parti communiste, est clairement un parti technocratique. Bon. Mais il va se prétendre un parti rouge, communiste. Hein. Donc tu auras des assemblées générales sur les lieux de production. Nominalement, juridiquement, les instruments de production et d'échange sont la propriété collective du prolétariat. Mais dans les faits, qui dirige la production ? Ceux qu'on appelle les apparatchiks, et qu'on appellera plus tard la nomenklatura, et qui sont en fait les héritiers de ces révolutionnaires professionnels révolutionnaires du parti bolchevique, et dont Staline va parler plus tard dans un article fameux qui s'appelle « L'homme, le capital le plus précieux ». Alors, il a fait un article qui s'appelle « L'homme, le capital le plus précieux ». Bon, des fois, il a besoin des hommes. Des fois, c'est un problème. Mais des fois, il a besoin des hommes. Alors, ça, c'est le titre de cet article a beaucoup fait pour la réputation d'humanisme du petit père des peuples. Moi, j'ai lu cet article. On l'a publié dans notre Contrebadiou. En fait, ce que Staline veut dire, c'est l'ingénieur est le bien le plus précieux. Ou le cadre est l'ingénieur. C'est-à-dire qu'il explique que c'est un article qui est publié, je crois, de mémoire en 1935, et où il explique que maintenant qu'on a construit une industrie primaire, une industrie lourde, un appareil d'usine, et maintenant qu'on a concentré tous les moyens de production dans les mains du parti, ce qui va faire la différence maintenant, c'est les cadres et les ingénieurs. Il nous faut des cadres et des ingénieurs performants. Donc c'est l'homme le bien le plus précieux. C'est eux. Quand ils remplissent pas les normes, ils sont fusillés ou envoyés au goulag. Ça, c'est une autre histoire. Ils ont intérêt à être bons. C'est un stimulant matériel comme un autre. Bon. Mais ils en ont d'autres. Ils ont des magasins spéciaux. Ils ont des centres de santé spéciaux. Ils ont des passe-droits spéciaux. Ils ont des séjours sur la mer Noire. Ils ont des ça, etc. Donc là, tu as une différenciation de classe. Et puis, comme Makhaïski l'avait expliqué, ils ont une formation spéciale. Et cette formation spéciale pour devenir ingénieur ou cadre, directeur, elle est payée par qui ? Par la base ouvrière. La chose qu'on peut dire pour les communistes russes, c'est qu'ils ont intégré beaucoup d'ouvriers dans la classe technocratique. Ça, c'est vrai. Beaucoup d'ouvriers, et même en France d'ailleurs, dans le Parti communiste français. Le Parti communiste français a servi d'école pour beaucoup d'ouvriers, d'agitateurs ouvriers, qui se sont intellectualisés. Un type comme Duclos était cultivé, un type comme Frachon était cultivé, un type comme Krasuki était très cultivé et connaissait la musique classique. Hein, et quand ils te disent « je dois tout au parti », c'est pas de la blague, c'est la réalité, ils doivent tout au parti. Bon. Mais ça, c'est une coloration particulière, et tu vois bien qu'en 89, quand tout s'effondre, eh ben, les apparatchiki, la nomenklatura, tous ces gens-là se métamorphosent en oligarques. Donc la boucle est bouclée par rapport à avant la Révolution. Et les anciens du Parti communiste, les anciens chefs de production, s'emparent des moyens de production et d'échange, Gazprom, tout ça, etc. Enfin, ils se livrent à une guerre sauvage entre eux pendant 10 ans, avec les mafias et compagnie. Mais après, ça se stabilise sous Poutine, et bon, maintenant, c'est des capitalistes un peu plus rugueux que les autres, disons, mais et encore, il faudrait voir, hein, parce qu'Elon Musk, c'est pas à attendre. Bon, mais voilà, c'est des capitalistes, bon, techniciens.
qui s'est passé en Russie, s'est passé en Italie, s'est passé partout. Il y a un cas particulier qui est intéressant, c'est celui des États-Unis. Aux États-Unis, il y a tentative de la technocratie de former son parti à elle. D'abord, c'est là que le mot de technocratie est formé. Cet ingénieur de californien, William Henry Smith, qui forge le mot dans un article après la guerre de 1919. En fait, ce que dit William Henry Smith, c'est la Première Guerre mondiale, enfin, à ce moment-là, il n'en attend pas une deuxième. La guerre mondiale nous a montré comment, en un rien de temps, on avait pu mobiliser l'appareil de production, augmenter la production, la rendre performante, ajouter. On est devenu très très efficace. Et donc, ce qu'on a fait en temps de guerre, pourquoi on ne continuerait pas à le faire en temps de paix ? Et ça l'amène à une réflexion sur, oui, mais comment ça a été possible ? Eh bien, ça a été possible parce qu'on a mis à la tête de la production un comité de production, à l'échelle fédérale, où il y avait des experts. Bon. Et que partout, on a confié aux experts ou aux ingénieurs la mission d'optimiser la production, de façon à y aller sur le rendement, quoi. Et bien donc, pourquoi on ne continuerait pas ? Voilà. Ça, c'est la modeste proposition de William Henry Smith, et elle est précédée et suivie, précédée par quelqu'un qui s'appelle Bellamy, un journaliste et romancier qui a vécu entre 1850 et 1898 et qui écrit un livre qui s'appelle Looking Backward. C'est regarder en arrière, souvenir, enfin c'est des pseudos, c'est un roman, hein. C'est un roman de science-fiction, mais où déjà il a comme idée transformer la nation en une entreprise, gérer toute la nation en une entreprise. L'entreprise US State Incorporated, quoi, en quelque sorte, ou France SA, ou ce que tu veux. Bon. Donc il se joint à des groupements qui s'appellent les clubs nationalistes, et ces clubs nationalistes fusionnent avec quelque chose qui s'appelle the People's Party, le parti populiste. Il y a des populistes en Russie, il y a des populistes aux États-Unis. C'est pas les mêmes. Les populistes russes, c'est ce qu'on appelle les SR, par opposition aux SD communistes. C'est des anciens anarchistes qui ont fait le retour à la campagne. C'est tout le mouvement d'aller au peuple. Bon, donc c'est des étudiants, comme c'est des étudiants, c'est souvent les enfants de la bourgeoisie ou de la noblesse, qui prennent des métiers intellectuels mais humbles, tu vois, généralement instituteurs ou infirmiers, et qui vont au peuple. Et ils vont à la campagne, et comme ils vont au peuple, on les appelle des populistes. Et ils vont faire des partis comme la Narodnaya Volia, la volonté du peuple, la liberté du travail, etc. C'est eux aussi qui vont former les premiers groupes terroristes et qui vont assassiner le tsar, les archiducs, et ainsi de suite. Les derniers survivants verront la révolution d'octobre, comme Vera Zasulich, et puis d'autres. Ils vont morigéner un peu Lénine en disant « mais c'est pas bien ce que tu fais », et puis bon, en gros, lui, il va être traité de vieux con, quoi. Le frère de Lénine en faisait partie. Le frère aîné de Lénine en faisait partie. Il a été mouillé dans un complot contre le tsar, condamné à mort et pendu. D'où Lénine a tiré des leçons, en disant c'est pas la bonne solution. Il faut faire autre chose. Donc côté américain, Bellamy, Smith, et puis Thorstein Veblen. Veblen, 1857-1929. Veblen, l'auteur de La classe de loisirs. Ah, c'est un livre fameux, La classe de loisirs. Bon, en fait, c'est la classe de loisirs. Bon, bah, c'est la technocratie, quoi. C'est celle qui a otium, qui est celle qui a du temps pour réfléchir. Et Thorstein Veblen, il est anti-business, anti-capitaliste, si tu veux. Mais il est pour ce que Attac et Mélenchon appelleraient l'économie réelle. Tu vois ? C'est-à-dire la distinction qu'ils font entre la financiarisation libérale, ultra-libérale, ultra-libérale, bon, ok. Oui, ceux qui se gavent, ceux qui s'enrichissent en dormant, etc. Bon, les 1% les plus riches, bon, tout ça. Et l'économie réelle,
C'est-à-dire quand même, Mélenchon, il n'a rien contre les honnêtes industriels, les honnêtes chercheurs, les honnêtes scientifiques, etc., les honnêtes ingénieurs, bien au contraire. Tu vois. Donc il est sur la ligne de Thorsten Veblen. Et Thorsten Veblen, un autre individu qui s'appelle Howard Scott, Thorsten Veblen finit par écrire un livre sur les soviets d'ingénieurs. Il appelle ça comme ça, les soviets d'ingénieurs. Tout le pouvoir aux soviets d'ingénieurs. Enfin, de la même façon que le mot d'ordre des bolcheviks entre février 17 et octobre 17, c'est tout le pouvoir aux soviets. Puis après, tout le pouvoir au parti bolchevique. Mais Thorsten Veblen, c'est tout le pouvoir aux soviets d'ingénieurs. Hein. Il y a quelqu'un d'important là-dedans, c'est Henry Ford. Henry Ford. Les voitures. Henry Ford, 1863-1947. Henry Ford, comme tous les grands chefs d'entreprise, comme tous les capitaines d'industrie, que ce soit en Écosse, en Angleterre, souvent en France, en tout cas aux États-Unis, c'est quelqu'un sorti du rang, c'est un mécanicien à la base. Hein, c'est un mécanicien qui s'instruit, qui devient ingénieur et qui fait la Ford T en 1908. Et donc, mais il était ingénieur chez Edison d'abord. Bon. Edison, pareil. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit et qui écrit des livres. Et donc, il fait un livre qui s'appelle Moving Forward, aller de l'avant, qui est traduit en français sous le titre Le Progrès, publié en 1930, et dans lequel il déclare « Il est naturel et conforme au progrès de remplacer le politicien par un ingénieur, car celui-ci sait réaliser ce que l'autre ne saurait jamais faire. L'ingénieur crée et met de l'ordre, tandis que le politicien sait à peine diriger ce qui est disponible actuellement. » Bon, c'est clair, c'est net. Hein. C'est clair, c'est net, mais quelqu'un l'avait dit avant lui. Ce quelqu'un, c'est Saint-Simon, le français, qu'on a vu, 1760-1825, celui selon qui, d'après Engels en tout cas, dont l'idéal est de remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses, et qui explique qu'avec la disparition subite de la caste politique, des princes, des préfets, des évêques, des pairs du royaume, des présidents de la Cour de cassation, s'il y avait une catastrophe, je sais pas, un paquebot qui coule, ou un incendie au bal de la Charité, le peuple en serait fort triste, car il a le cœur bon. Mais s'il disparaissait les 50 plus grands industriels, les 50 plus grands savants, les 50 meilleurs artisans, la nation serait détruite. D'accord ? Donc, en fait, Ford répète ce que dit Saint-Simon. Et d'ailleurs, les notions que Saint-Simon répand, où est-ce qu'il les a appris ? Il les a appris aux États-Unis où il a fait la guerre, où il a été prisonnier, en Hollande où il a été constructeur des canaux, et à Polytechnique, qui ne s'appelait pas encore Polytechnique, ou peut-être si, où il a été étudié. Donc, vous voyez comment, entre 1825 et 1900, et un siècle plus tard, la même pensée irrigue la même classe d'hommes qui hésitent entre se mettre en avant ou agir dans l'ombre au niveau politique en tout cas, agir dans l'ombre soit des partis bourgeois, soit des partis ouvriers. Et en fait, ça lui convient bien parce que finalement l'action politique, c'est pas son truc. Comme Ford l'explique, il vaut beaucoup mieux être ingénieur parce que là, on change les choses réellement. Et tu forces en fait les politiciens à courir derrière toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Première partie de l'histoire de la technocratie. On continue cette histoire dans une seconde partie la semaine prochaine, avec l'épisode de clôture de notre série Face au monde machine. Pour approfondir tout ce qu'on vient d'écouter, retrouvez 4 articles signés Marius Bloin, Lutte contre Marx, Lutte contre Lénine, Lutte contre les Américains, et Alain Badiou nous attaque. Vous retrouverez tous les liens et références en description de ce podcast. Merci pour votre écoute. Partagez ce podcast s'il vous a plu, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Et à vendredi prochain sur Floraison. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme.
ni technodieu, ni technomètre. Vive la liberté et vive l'anarchie.